Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 9h bientôt écart, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le Grand Matin avec cette question, je vous le disais, jusqu'où ira la Turquie? C'est donc la question posée par Jean-François Colosimo qui est théologien orthodoxe dans cet ouvrage Le Sabre, le Turban. C'est aux éditions Le Cerf et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Spécialiste de la Turquie, un pays qui pose peut-être plus que jamais un défi à la France. On va y revenir notamment sur ce face-à-face entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Déjà, c'est quoi le réel pouvoir de nuisance d'Erdogan vis-à-vis de notre pays et qu'est-ce que ça cache derrière comme stratégie ? Alors, le président Erdogan est dans une grande affirmation de soi, puisque depuis le fameux coup d'État raté de 2016, eh bien, il a accumulé les pleins pouvoirs, il a mis en prison tous ses opposants, il a éradiqué l'armée qui traditionnellement avait un rôle régulateur en Turquie. Donc aujourd'hui, il mène une double offensive face à la France, une offensive, je dirais, géopolitique. Il est présent en Syrie, il est présent en Irak avec ses troupes, pour éliminer en quelque sorte le problème kurde, mais aussi pour asseoir son pouvoir sur des territoires que la Turquie a toujours revendiqués comme les siens. Il est présent évidemment en Libye, où il a fait cause pour le gouvernement provisoire, qui est de tendance islamiste. Il a été présent, on l'a vu l'été dernier, en Grèce, en Égée, où il s'est affronté à la Grèce pour la possession de nappes sous-marines comportant des ressources tout à fait importantes de gaz. Il s'est allié avec l'Azerbaïdjan dans l'affaire du Haut-Karabakh contre l'Arménie, a permis la victoire de l'Azerbaïdjan, de Bakou, en important des miliciens anciennement djihadistes, très précisément de Syrie, et en apportant une très haute technologie. Et donc, sur tous ces points, en fait, la France est face à lui, parce que la France est une grande puissance, la première puissance de Méditerranée. La France a un rôle à jouer en Méditerranée orientale, et Erdogan, je dirais, très violemment, en fait, rentre dans une confrontation, non seulement avec les intérêts français, mais avec les intérêts de l'Europe. Je rappelle que la Grèce est un pays européen. Ça, c'est pour le côté, je dirais, des relations internationales, et des relations internationales qui le rendent immédiatement conflictuelles. On était à deux doigts d'un grave incident militaire dans la mer Égée l'été dernier, n'est-ce pas? Donc quasiment un acte de guerre, il faut le dire. Et puis d'un autre côté, il a effectivement toute l'influence qu'il peut développer en France, plus généralement en Europe, puisque la population d'origine turque immigrée est la première population musulmane d'Europe, principalement en raison de son poids tout à fait notable en Allemagne, évalué entre 3 et 5 millions de personnes. 700 000 pour la France, évidemment. Et là, il a un double réseau qui est d'une part la Diyanet, qui est une instance interministérielle, le département des affaires religieuses de Turquie, qui gère l'islam turc comme une affaire d'État, qui a 2 à 3 milliards de subventions par an de budget et qui compte 120 000 imams, fonctionnaires de l'État et fonctionnaires de Dieu en même temps. Ce sont ces imams qui sont envoyés en France et évidemment ils représentent la politique gouvernementale. Et puis sur place, il y a la grande association fondée par son mentor dans l'islamisme, Necmettin Erbakan, qui fut fugacement Premier ministre, le premier Premier ministre islamiste de Turquie dans les années 1990, et qui a créé le Miligorus, ce qui veut dire Perspective nationale, Vision nationale, qui est une association musulmane, mais aussi islamiste, qui est la première association turque en Europe, en Allemagne, en France, dans le Benelux, et qui, elle aussi, gère des mosquées, 70 à 80 mosquées en France, à une vingtaine d'écoles coraniques, quelques établissements scolaires. Et évidemment, là, on en arrive à quoi? Au fait que le face-à-face international, véritablement, pour ce qui est de la régulation de la Méditerranée et du Caucase, c'est-à-dire des régions clés, n'est-ce pas, où s'échangent en fait deux grands échangeurs entre le monde occidental et le monde musulman, ce face-à-face international, il se double en fait d'une tentative de réseautage et d'influence, de maillage des mosquées turques. Et là,
la France se retrouve face à la Turquie en raison de la loi sur le séparatisme, ou la loi dite pour renforcer la laïcité, puisque à ce jour, parmi les grandes associations musulmanes de France qui font partie du CFCM, le Conseil français du culte musulman, eh bien le Miligorus refuse de signer la charte d'engagement républicain voulue à la fois par l'État et par les principales associations musulmanes, qu'elles soient d'obédience algérienne, marocaine. Mais donc on comprend bien le pouvoir de déstabilisation en France de la Turquie. Ça veut dire que, en gros, quand Emmanuel Macron nous dit pour 2022, oui, clairement, il y a des risques. En tout cas, il y aura des tentatives de déstabilisation de la part de la Turquie, donc pour ces présidentielles de 2022. Ça vous surprend pas du tout? Non, il faut dire que dans les deux cas d'ailleurs, on peut juger sa politique comme on l'entend sur d'autres domaines. Mais dans les deux cas, d'abord, Emmanuel Macron a été le seul en Europe. À ce moment-là, il y avait une vacance de pouvoir aux États-Unis, n'est-ce pas? On était dans l'intermission entre Trump et Biden. Biden n'était pas encore élu. Donc les États-Unis, généralement, dans ces moments-là, ne s'occupent pas des affaires étrangères, n'est-ce pas? Donc, ce qui était déjà un peu le cas de Trump aussi, sur l'ensemble de manière plus générale. Mais bon, là, oui, c'est vrai qu'on est sur un cas très précis. Il aimait bien le côté assez arrogant d'Erdogan aussi, il devait s'y reconnaître un tout petit peu. Tout à fait. Mais l'Allemagne est ligotée par des accords commerciaux très importants avec la Turquie et par la présence, évidemment, de cet islam turc qui est énorme en Allemagne, donc il n'y avait que la France. Et la France a tenu bon. Enfin, la Grèce, de ce point de vue-là, le sait bien. Elle sait qu'elle nous doit une fière chandelle. Et les Arméniens aussi ont été très très sensibles au fait que nous avons été les seuls à nous engager un tant soit peu, peut-être pas assez, mais en tout cas, on l'a fait en leur faveur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, la loi sur le séparatisme, elle vient aussi sur cette question de ne pas transformer les mosquées en officines politiques, parce que ça a toujours été le cas. Tous les référendums qui ont permis à Erdogan ou les élections présidentielles qui ont permis d'accéder au plein pouvoir, elles ont eu aussi les mosquées de France et d'Allemagne, je dirais, à la fois comme lieu de propagande, mais aussi comme lieu de vote. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc nous en sommes là, avec la fameuse affaire de la mosquée cathédrale de Strasbourg, puisqu'Erdogan a toujours rêvé d'installer un immense centre coranique à Strasbourg qui lui permettrait de régenter tout l'islam d'Europe, pas simplement turc. Qui soit un centre qui correspond à son rêve néo-ottoman, restaurer l'Empire ottoman à l'échelle évidemment de la Méditerranée, des Balkans, du Caucase, du Proche-Orient, mais aussi restaurer cet esprit ottoman au cœur même de l'Europe, en dominant les autres musulmans qui évidemment le refusent. Et vous avez dit le mot, juste. Allez-y, oui. Oui, non, c'est juste pour dire que de ce point de vue-là, donc, oui, nous avons dit non à cette grande offensive qui vient pallier aussi le désastreux état intérieur de la Turquie, où effectivement les élites sont soit en prison, soit en exil, mais où l'économie est à la souffrance aussi totalement, la livre turque décroche, et puis on a vu aussi récemment que le parti du président Erdogan, l'AKP, a perdu les municipalités d'Ankara et d'Istanbul, c'est-à-dire de la capitale légale et puis de la capitale historique, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, vous avez prononcé le mot, néo-ottoman, empire ottoman, et ça revient beaucoup dans votre livre, avec une comparaison assez intéressante dans le sabre et le turban, Jean-François Colissimo. C'est vous mettez face à face un peu Atatürk, donc le chantre de cette république laïque turque du siècle dernier, et puis face à lui, donc Erdogan. Et au lieu de les opposer comme beaucoup, pour vous, en fait, c'est plus ou moins le même personnage, en tout cas les mêmes ambitions finalement, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il est très facile d'opposer Atatürk, le militaire, le laïciste, le réformiste, le moderniste, l'européiste, à Erdogan, le fondamentaliste, l'islamiste, le réactionnaire, tout ce qu'on voudra. Mais la vérité, c'est qu'il y a un problème dans la Turquie elle-même. La Turquie naît en fait de la décomposition d'un des plus grands empires que l'histoire ait porté. Cet empire ottoman qui, au temps de sa splendeur, allait de Alger à Sarajevo, en faisant le tour de la Méditerranée, et descendait jusqu'à la Mecque et remontait jusqu'à la mer Noire.
Alors cet empire qui fait le mauvais choix, qui se met du côté de l'Allemagne en 1914, eh bien c'est l'empire aussi dans lequel se produit un abîme qui est celui du génocide des Arméniens d'Asie mineure commis par les jeunes Turcs, dont Atatürk d'ailleurs est un membre, même s'il n'est pas du tout lié à ce génocide. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Il le dit, je n'ai rien à voir avec ça, effectivement. Oui, il le précise bien. Il faut bien le préciser, mais il est de la même idéologie, qui est une idéologie en fait très comité de salut public, très républicaine, au sens véritablement, je dirais, des Jacobins, c'est positiviste, voilà. Et qu'est-ce que veulent faire les jeunes Turcs? Créer un grand espace turc, et pour ça il leur faut éliminer les Arméniens qui sont sur la route du Caucase, de l'Azerbaïdjan, plus loin des républiques d'Asie centrale et plus loin encore des Ouïghours de Chine qui sont aujourd'hui persécutés par Pékin et qui sont à la fois musulmans et turcophones, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc c'est cette espèce de grand rêve, et il y a le génocide des Arméniens en 1915, et puis il y a la guerre de libération nationale que mène Mustafa Kemal, Atatürk, remarquable stratège, et là ça se traduit par l'expulsion de 1 500 000 Grecs qui sont là depuis 30 siècles, qui étaient là avant l'islam, qui étaient là avant les Turcs, n'est-ce pas, vous voyez les présocratiques, vous voyez les philosophes présocratiques. Bon, eh bien, ils sont chassés, et donc vous voyez que la Turquie naît sur un double abîme, mais elle nie ces deux abîmes depuis, qui sont le premier génocide du XXe siècle et la première purification ethnique du XXe siècle. Et à partir de ce moment-là, se met en marche une fabrication d'un Turc idéal qui est en même temps sunnite. Et la machine à broyer les différences, les dissidences, va fonctionner de la même façon sous Atatürk et sous Erdogan. Les Kurdes sont bombardés par Atatürk dès 1928. N'est-ce pas? En 1990, ils sont l'objet d'une guerre intérieure qui fait au moins 40 000 morts civiles. Aujourd'hui, ils sont encore la principale obsession d'Erdogan. Or, les Kurdes ne sont pas des Turcs, mais sont des musulmans. Il y a des musulmans qui sont jugés hétérodoxes, hérétiques, parce qu'ils sont trop libéraux. Ce sont les Alévis, n'est-ce pas? Ces Alévis sont persécutés, soit Atatürk, soit Erdogan. Les Alévis plus les Kurdes, ça fait un quart de la population turque qui, depuis un siècle, n'a aucun droit d'existence. Est-ce que l'islam, finalement, c'est pas un prétexte, un outil, finalement, d'expansion avant tout pour Erdogan, plus qu'une réelle conviction? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que là-dessus, Atatürk et Erdogan se ressemblent. C'est que pour eux, il faut refonder l'identité du Turc conquérant, et ça passe par l'islam. Mais là où Atatürk étatise, nationalise l'islam, en fait, Erdogan, lui, il islamise la société. C'est le même carburant, c'est la proportion de religion dans le carburant qui compte. Mais il y a une fusion entre l'identité religieuse et l'identité nationale dans les deux cas. Simplement, c'est quel principe a servi l'autre. Voilà. C'est dans quel ordre on le fait. Voilà. Mais sinon, c'est parfaitement égal. D'un autre côté, Erdogan a été un islamiste dans sa jeunesse, militant. Ensuite, il a dit qu'il s'était détourné cet islamisme et ce qui lui a permis de séduire l'Europe et de conquérir le pouvoir. Mais aujourd'hui, il est à la tête de l'internationale des frères musulmans, qui correspond à son idéologie, et c'est pour cela que sur l'affaire terrible de Samuel Paty et du discours présidentiel qui a suivi, eh bien Erdogan a pu mobiliser l'international des frères musulmans. Parfois ce sont des groupuscules, parfois ce sont de véritables partis et mouvements, parfois ce sont aussi des pouvoirs, comme au Qatar par exemple, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qui est l'émir du Qatar étant, je dirais, un leader dans l'affaire. Et donc il a pu comme ça faire brûler le drapeau français, je dirais, du Maghreb, en passant par le Proche-Orient, jusqu'à l'Asie, jusqu'au Pakistan. Jean-François Colissimo, on va être justement, on va prendre un auditeur à l'antenne qui est avec nous, 0826 300 300. On est avec Olivier qui voudrait réagir. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à vous, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio.
Il faut se rappeler qui est quand même Erdogan. Erdogan, c'est quand même un gilet jaune turc dans l'esprit. À part l'aspect de la religion, c'est la Turquie est fracturée. Vous avez la Turquie des campagnes et vous avez la Turquie des villes. Et Erdogan vient de la Turquie des campagnes. C'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir, en plus de la région. C'est parce qu'il y avait un agacement de la Turquie des campagnes par rapport à la Turquie des villes. Ils étaient négligés. Donc, c'est ce qui s'est passé en Turquie il y a quand même plus de 10 ans pour l'arrivée d'Erdogan. C'est pas innocent. Les gilets jaunes turcs, même s'ils sont, je dirais, extrêmement pieux en l'occurrence, on avait royalement marre du traitement qu'ils avaient, comment on les jugeait en Turquie, comme des bouseux, comme des moins que rien. Donc c'est une colère, faut comprendre. Secondo, je crois, si je me trompe pas, sous la réserve, en avril 98, Erdogan a été condamné à une peine de 10 mois de prison pour avoir prononcé une phrase assez célèbre qui disait que les minarets seront baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. Cette phrase n'est pas innocente aussi. C'est-à-dire que, comme le disait votre invité, Erdogan est le premier représentant des frères musulmans, mais il mélange à la fois l'islam, qui est donc un moyen, une arme pour lui politique, et il a un rêve de conquête. En l'occurrence, il faut comprendre l'intérêt d'Erdogan, c'est d'unifier tous les Turcs qui sont ou d'ascendance turque qui sont en Europe, et c'est aussi de reconstituer, comme il le dit, un pseudo-empire, je dirais, ottoman. Mais il faut savoir aussi que les Ottomans n'ont pas laissé de bons souvenirs, par exemple, du côté du Maghreb. Quoi qu'on en dise, ce qui est en train de se passer sur l'islam en France, la désunion existante, c'est historique. Les Algériens jusqu'aux Tunisiens, quand ils étaient sous domination ottomane, ils n'ont pas passé des jours heureux. C'était pas agréable pour eux. Maintenant, si on reprend sur la partie, comme on dit, de la péninsule arabique, c'est vrai que les Turcs ont perdu massivement du territoire, mais il faut leur reconnaître une qualité. C'est-à-dire que quand ils détenaient la péninsule arabique, ils ont protégé les lieux saints de l'islam, c'est-à-dire tous les lieux saints, c'est-à-dire tout ce que les wahhabites ont détruit. Il faut être clair. Historiquement, quand on voit maintenant en Arabie Saoudite, les wahhabites, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont détruit tout un ensemble, ils ont rasé des cimetières historiques, ils ont rasé, je dirais, des tombes de saints, qui représentait une importance capitale pour les différentes mouvances musulmanes. Olivier, voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé et d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors beaucoup de choses, Jean-François Colossimo sur cette intervention. Alors on retiendra peut-être le parallèle notamment au début sur les gilets jaunes et Erdogan. Plutôt surprenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors bon, il y a des remarques judicieuses dans tout ce qu'a dit Olivier. C'est évident qu'il y a une séparation entre deux Turquies. Une Turquie de l'Ouest et une Turquie de l'Est, n'est-ce pas, qui n'est pas simplement donc aussi entre ville et campagne, mais qui est véritablement une division du territoire. Alors, il est évident que cette Turquie de l'Est, elle n'est pas tournée vers l'Europe, elle n'est pas modernisée autant que celle de l'Ouest, etc., etc., etc. Et il est évident que Erdogan a supporté effectivement, de manière très populiste, cette espèce d'attente populaire, en fait, de toute une classe aussi de petits entrepreneurs d'Anatolie qui voulaient bien de la modernité, mais qui ne voulaient pas finalement que cette modernité dérange l'ordre traditionnel et l'ordre familial, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ça, c'est important, mais si Erdogan accède au pouvoir dans les années 2000,
c'est parce qu'il y a toute la frange libérale qui joue la carte Erdogan. Parce qu'Erdogan change après la prison et il comprend qu'il doit présenter ce qu'il appelle l'islamo-démocratie. Alors en Europe, on va dire, ah ben oui, c'est comme la démocratie chrétienne des Italiens ou des Allemands après la guerre. Mais pas du tout, n'est-ce pas? Et en fait, il va être élu parce que il va prendre le pouvoir parce qu'en fait, toutes les franges qui avaient été en quelque sorte mises de côté, pas simplement le petit peuple, mais aussi certaines franges intellectuelles, libérales des grandes villes, n'est-ce pas, vont jouer la carte Erdogan parce qu'elles avaient été brimées sous le pouvoir kémaliste, sous le pouvoir d'Atatürk. Il y a une forme de revanche. Ouais, tout à fait. Jean-François Colosimo, on doit se dépêcher parce qu'on doit laisser passer la publicité. Vous inquiétez pas, on reste avec vous. On vous rejoint dans un instant. Je rappelle, le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie. Et puis, c'est aux éditions Serre. Et puis, dans un instant aussi, Marek Alter qui nous rejoint pour parler de son dernier ouvrage. On va parler bien sûr de religion pour ce lundi de Pâques avec plein de débats, plein de sujets. À suivre, à tout de suite sur Sud Radio. 9h36, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le grand matin de Sud Radio. Bah oui, c'est le jour férié, mais pas pour tout le monde. Bon courage, en tout cas, si vous êtes au travail aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle notamment de cet ouvrage, Jean-François Colosimo, qui est avec nous, Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie. Cette audition du Cerf, Jean-François Colosimo, qui est toujours avec nous avant d'accueillir Marek Alter pour justement vous faire dialoguer un petit peu entre vous. Mais d'abord, je voudrais revenir avec vous, Jean-François Colosimo, aussi sur cette réunion capitale demain, entre d'un côté les leaders européens et de l'autre Erdogan. Ça sera la première fois depuis septembre, je crois, que Emmanuel Macron et Erdogan ne se sont pas parlé, ou en tout cas ne se sont pas rencontrés. C'est quoi les enjeux là, de cette réunion? L'enjeu de cette réunion, c'est ce par quoi l'Union européenne est désunie, une fois de plus, face à la Turquie, faible aussi et affaiblie par elle-même, puisque il est vrai que la Turquie accueille sur son territoire 3 millions de réfugiés des guerres du Proche-Orient, principalement de Syrie, mais aussi d'Irak, etc. Et que, en fait, Bruxelles a passé un pacte avec Ankara, l'Europe a passé un pacte avec la Turquie qui est très simple, c'est que nous payons la Turquie pour qu'elle retienne ces réfugiés et les empêche de gagner les frontières de l'Europe par voie de terre ou par voie de mer, n'est-ce pas? Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est la Grèce qui est l'adversaire dans la représentation turque, qui est l'adversaire éternel, qui est au premier front. Et nous payons, donc, nous avons payé 2 fois 3 milliards d'euros. Nous avons consenti beaucoup de flexibilité pour les Turcs, à la fois dans la question des visas, dans la question des relations commerciales. Et évidemment, le problème, c'est que lorsqu'on a affaire à un maître chanteur qui pratique le racket, il y a une escalade, toujours, évidemment, et que l'Europe est très désunie là-dessus parce que les positions de Mme Merkel ne sont pas celles d'Emmanuel Macron du tout, Madame Merkel voulant garder de bonnes relations avec la Turquie. Il y a donc un vrai problème moral, si vous voulez, que l'Europe, finalement, je dirais, finance indirectement Recep Tayyip Erdogan pour avoir une espèce de paix qui, d'ailleurs, reste assez factice. Il y a un vrai problème moral dans cette attitude et ça sera certainement au cœur des débats. L'avantage d'Erdogan, c'est qu'il est d'accord avec lui-même. Le désavantage de l'Europe, c'est que elle est le lieu d'affrontements de visions contradictoires et que là-dessus, d'ailleurs, le couple franco-allemand ne tient pas. C'est-à-dire qu'en gros, en soi, aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour faire face à la Turquie du côté de l'Europe, en tout cas, tant qu'il y a cette désunion franco-allemande. Bien entendu, mais en même temps, ne sous-estimons pas le fait que nous aimons la Turquie, ou ceux qui se sont rendus dans ce pays ont pu, je dirais, goûter les vertus d'un peuple très authentique, très hospitalier, plein de talent. Il y a tous ces intellectuels, ces journalistes, ces activistes, ces humanitaires qui sont en prison, mais ils tiennent le coup, ou qui sont en exil et qui travaillent à la Turquie de demain. Ne soyons pas manichéens. Encore une fois, Erdogan a perdu 2 grosses municipalités. Il y a une véritable tension
autour des prochaines présidentielles. Erdogan a montré par le passé qu'il savait manipuler les opinions, quitte d'ailleurs à utiliser, je dirais, des actes terroristes dont personne ne sait qui les a commis pour précipiter l'opinion dans une espèce de réflexe sécuritaire autour de lui. Il y a cette jeunesse qui manifeste à Istanbul de manière très courageuse, parce que lorsqu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir, en Turquie, aujourd'hui, on encourt l'accusation de terrorisme, de travailler pour une puissance étrangère. Donc, et ces jeunes, ils y vont. Donc, ne soyons pas pessimistes, la Turquie reste un grand pays. Ne faisons pas comme M. Erdogan, ne confondons pas les peuples avec leurs dirigeants, ne soyons pas unilatéraux. Il faut aider la société turque qui a choisi la liberté. Pour revenir sur la France, juste d'un mot sur la loi, sur les principes républicains, notamment sur la question des financements, en partie sur certaines mosquées, financements turcs. Est-ce que vous pensez que ce texte va assez loin ou pas, ou alors finalement c'est assez dérisoire compte tenu de l'influence que peut avoir parfois la Turquie en France ? Non, le problème de ce texte, c'est que c'est un peu une espèce de grande, si vous permettez de passer l'expression, c'est un peu une espèce de grande rafle, et qu'en fait on fait, parce qu'évidemment, sinon on aurait manqué au principe républicain d'égalité, on soumet toutes les religions au même régime de contrôle et de surveillance, mais la plupart d'entre elles ne posent pas de questions. Et il y a évidemment aussi des associations musulmanes qui ne posent pas de questions, n'est-ce pas ? Donc maintenant, les mesures, il vaut mieux qu'elles existent plutôt qu'elles n'existent pas. Encore aujourd'hui, la plupart des mosquées turques en France sont animées par des imams qui viennent pour 4 ans, qui sont des fonctionnaires d'État, qui représentent l'État et le gouvernement, qui généralement n'ont pas le temps d'apprendre le français et qui donnent comme prêche tous les vendredis, comme sermon, le texte qu'ils reçoivent d'Ankara, de la Diyanet. Donc évidemment, ça ne correspond pas tout à fait à notre idéal laïque, qui n'est pas simplement la séparation entre la religion et la nation, entre l'État et l'Église ou les églises ou les religions, mais qui est aussi le fait que les religions doivent y trouver une occasion de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Bon, on va peut-être continuer à en parler avec un invité qui est là avec nous, Jean-François Colosimo. C'est, vous le connaissez, Marek Alter, écrivain, spécialiste du monde juif, défenseur du dialogue interreligieux. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Je vous demandais de vous rapprocher un petit peu du micro, voilà, pour bien qu'on vous entende. C'est les micros qui s'approchent de moi. Oui. Exactement. Bah voilà, en tout cas, on vous entend bien. Je parlais spécialiste un peu de ce dialogue interreligieux. On sait qu'en général, les crises, ça rapproche, ça crée des solidarités. Est-ce que vous avez l'impression que, en tout cas, sur ce dialogue interreligieux, on est évolué ou au contraire qu'on est reculé avec cette crise sanitaire qu'on connaît depuis un an maintenant, Marek Alter ? Je ne sais pas si on s'est rapproché. Vous savez, une crise sanitaire, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise tout court. Il faut relire un livre magnifique de Jean Delumeau, La peur en Occident, qui parle de la peste de 1340, qui a liquidé la moitié de la population européenne. Et quand il y a une épidémie, quand les gens ne comprennent pas d'où vient le mal, ils commencent à avoir peur. Et la peur éloigne les gens. Elle ne s'approche pas, elle éloigne. Ça veut dire que notre voisin devient notre ennemi. Il est peut-être porteur de virus qui va nous tuer. S'il ne met pas le masque, on a envie de les tuer, de les rappeler à l'ordre. Et bien sûr, vous voyez les images des gens qui vont dans les mosquées, ou dans les synagogues, ou dans les temples, ou dans les églises. Ils deviennent étrangers. Ils sont porteurs du mal. Ça veut dire, on peut faire, bien sûr, nous, entre nous, ici, à Sud Radio, on peut faire la paix entre tout le monde. On devrait faire la paix à tout le monde. Pour les chrétiens, Jésus est entré au ciel aujourd'hui. C'est quand même un moment important. Tout à fait. Pour moi, c'était un prophète. Bon, le Christ, c'est Messie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Bon. Et c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs un livre, Un monde sans prophète. Dans ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas tellement un dialogue interreligieux, c'est des prophètes. C'est des gens
qui sont capables de descendre dans la rue et pousser un cri. L'abbé Pierre, qui va dans une radio, 1954, parce qu'il a vu quelques personnes mourir de froid dans la rue, et il pousse un cri « au secours ». Il n'y a personne aujourd'hui pour pousser un cri « au secours ». Pourtant, alors Jean-François Colosimo, sur la question du dialogue interreligieux, alors prophète ou pas, en tout cas, on l'a vu avec le pape récemment, c'était le mois dernier, son déplacement en Irak historique. En tout cas, il y a une volonté de dialogue. On a l'impression, historique, en tout cas, de ce discours, de ces discussions qu'on peut avoir, de cet échange interreligieux. Oui, moi je pense que le pape François a tout à fait cette posture et dimension prophétique, n'est-ce pas? Je rappelle tout de même que l'Église catholique, qui est le premier organisme au monde, 1,5 milliard, si je puis dire, d'affiliés, qui a un puissant appareil, non, 1,5 milliard pour les catholiques et 2,3 milliards pour les chrétiens. Pour les chrétiens, je parle des catholiques là. Donc le pape François, il est celui qui mène ce dialogue qu'aucun autre organisme, qu'aucun autre pays, qu'aucune autre entité ne mène avec le monde musulman. Alors il avait avec le cheikh d'El-Azhar, qui est, je dirais, une très grande autorité dans le monde sunnite, puisqu'il y a des musulmans qui sont sunnites et qui sont chiites, il avait réussi à établir une charte d'humanité. Et lors de son voyage en Irak, voyage très courageux d'ailleurs que lui déconseillait tout à fait son entourage, puisqu'il prenait de très très gros risques tout de même, vous voyez. Imaginez le pape tué lors d'un attentat à Bagdad, vous voyez, enfin, ça aurait été... Eh bien, il s'est lié avec l'ayatollah Ali Sistani, qui est une très grande figure, qui incarne un chiisme très loin, très éloigné de celui de l'imam Khomeini, qui est un chiisme qui respecte la séparation entre le temporel et le spirituel, entre le religieux et le politique. Et là aussi, il a fait un pas tout à fait considérable. Donc, évidemment, nous devons être dans un dialogue, je dirais, têtu, avec le monde musulman, un véritable dialogue, une véritable conversation, dans un véritable respect, mais aussi un respect têtu qui pose des questions, évidemment, qui sont souvent des questions que les musulmans peuvent se poser eux-mêmes d'ailleurs, et se posent. Voilà. Mais qui d'autre fait ça, n'est-ce pas? C'est François, voilà. Donc, je trouve que François, c'est quand même un peu plus que l'abbé Pierre. Ben, on a eu une réaction, en tout cas, en plateau avec... ça, je ne suis pas avec sûr. Marie Calter, qui a un peu indiqué sur la notion de prophète avec le pape François, mais effectivement, je pense que vous l'imaginez, Jean-François Colosimo. Entre les clergés et la prophétie, il y a une différence, mon cher. D'ailleurs, je vous aime beaucoup, donc je me permets de vous contredire. Entre la prophétie et les clergés, il y a une grande différence. Oui, enfin, quand c'est un pape qui réunit les cardinaux pour leur dire c'est quand même, il défend... Vous êtes des serpents, vous trahissez l'évangile, je trouve que c'est des mots assez prophétiques. Et d'ailleurs, ce pape-là n'a rien d'un pape, puisqu'il porte toujours la même paire de chaussures, se promène à pied, refuse de vivre dans son palais, vit dans l'hôtel d'à côté. Non, ne diminuez pas le pape François, cher Marie Calter. Non, je ne le diminue pas, mais tout simplement, il a un rôle. Il y a une structure hiérarchique qui s'appelle l'Église. Les églises, toutes les églises, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent, qui prêchent, qui défendent une idéologie, c'est normal. Et puis, il y a des prophètes. Il y a des gens qui s'élèvent Jean-François Colosimo, il y a cette idée que c'est un pape peut-être différent des autres. Oui, moi je crois que depuis, de toute façon, Vatican II, si on considère que Paul VI a été celui qui a clos Vatican II, n'est-ce pas? Après lui et après le malheureux passage bref de Jean-Paul Ier. Oui, il y avait Jean-Paul II quand même. On a des papes, voilà, à partir de Jean-Paul II, Benoît XVI, François, c'est quand même différent. Jean-Paul II, c'est quand même une révolution. Qui se prennent pas pour des pontifes et qui ont des accents tout à fait prophétiques. D'ailleurs, l'humanité a besoin de ça. Mon ami, l'écrit de Jean-Paul II face à 1 million de jeunes, place Saint-Pierre, n'ayez pas peur,
a marqué l'histoire. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est bah, ça. ça, c'est un peu Et c'est beaucoup prophétique, plus cher fort, et beaucoup Et les plus colonels fort ont que tout compris le le reste. message. Effectivement. Jean-François Colossimo, merci d'avoir été avec nous.